Bienvenue sur l'Échange, le podcast qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la filière laitière et fromagère. Je suis Romain Le Gall et aujourd'hui, bienvenue dans l'Aveyron. Et plus précisément à l'Ailleul, une petite commune perchée sur le plateau de l'Aubrac, entre vaste pâturage et horizon infini. L'Ailleul, dont le nom résonne comme une invitation à découvrir la France authentique, est bien plus qu'un village, c'est un véritable symbole d'artisanat, de gastronomie et de tradition. Et oui, le nom de ce village est l'éponyme d'un célèbre fromage AOP et celui d'un prestigieux couteau orné d'une abeille. Ce matin, nous avons rendez-vous à la coopérative fromagère Jeune Montagne. Dans ce nouvel épisode, on va parler de l'Ailleul AOP, de Tom Fresh de l'Aubrac IGP, mais également du modèle unique de cette coopérative avec Yves Souillol. Bonjour Yves, tout d'abord, merci de nous accueillir ce matin. Bonjour Romain et bienvenue sur le plateau, bienvenue à l'Ailleul. Bon, ce matin, je suis arrivé un petit peu avec le brouillard. Eh oui. On est en hiver ici, il fait un peu froid, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de neige, mais le brouillard, et là ça ne se lève pas. Quand on regarde la vue ici, on voit pas très loin. Alors c'est dommage parce que quand ça dégagé, on voit un beau pâturage qu'on appelle ici les estives et qui est très joli. Mais il faudra revenir, j'espère qu'on va te donner envie et que tu reviendras dès que tu pourras. Et pour commencer Yves, ce que je peux te proposer, c'est qui es-tu et aujourd'hui, que fais-tu au sein de la coopérative Jeune Montagne ? Comme tu l'as dit, je m'appelle Yves Souillol. Je suis directeur général de la coopérative Jeune Montagne depuis 2018. J'ai préalablement travaillé dans le lait, les produits laitiers, et j'ai aussi travaillé, c'était pas la même chose lorsque j'étais tout jeune, dans les produits financiers. Donc, le directeur général de la coopérative veille au bon fonctionnement de cette coopérative. Cette coopérative, c'est un outil qui a été créé dans les années 60. Je reviendrai sur son historique tout à l'heure. Nous développons cette année 39 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 180 salariés environ. Nous produisons du l'Ailleul AOP, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, de la Tom Fresh de l'Aubrac et des plats cuisinés identitaires de la région Aubrac, à savoir l'aligot et la truffade qui est auvergnate, mais on n'est pas très loin de l'Auvergne. Donc c'est à base de cette Tom Fresh de l'Aubrac et de ce l'Ailleul que nous pouvons aussi produire ces plats cuisinés. Et du coup, cette coopérative, combien de personnes travaillent ici ? Alors, 180 salariés travaillent ici, et par contre, il y a au total 90 adhérents, 70 qui sont sur le plateau de l'Aubrac, 74 exactement, et une petite quinzaine sur le plateau du Carladès, qui est là aussi dans le nord de l'Aveyron, et qui, eux, produisent du lait pour le Cantal. Ici, particulièrement, c'est du lait AOP, l'Ailleul et IGP Tom Fresh de l'Aubrac. Et aujourd'hui, du coup, t'as commencé à l'évoquer, puisqu'on va parler de l'histoire du l'Ailleul, mais aussi l'histoire de la coopérative, puisque les deux sont un peu liés. Tout à fait. D'où ça vient le l'Ailleul ? C'est quoi son histoire à la base ? Le l'Ailleul, aujourd'hui, est un fromage à pâte pressée non cuite, qui pèse 45 kilos et qui peut s'affiner jusqu'à 2 ans. On trouve des traces du l'Ailleul au Moyen-Âge, et notamment les histoires relatent le fait que le plateau de l'Aubrac est un plateau qui a été assaini, qui a été déboisé afin de créer les estives, les prairies, par des moines qui habitaient la région. Et avec les serfs ou les agriculteurs de l'époque, ils ont mis en place ce fromage qui permettait de conserver le lait produit l'été par les animaux pour être utilisé pour vivre l'hiver. Donc, comme beaucoup de fromages, c'est la transformation du lait en fromage qui permet d'alimenter les producteurs toute l'année. C'est l'origine de ce l'Ailleul. Ensuite, s'est développé sur l'estive un certain nombre de burons et de fermes qui ont produit... Alors, est-ce que c'est pour définir, c'est quoi un buron pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ? Alors, le buron, on en trouve, si tu te promènes, il y en a de très beaux qui ont été bien restaurés. C'est un corps de ferme en altitude, dans les prés, où on retrouve le logement des animaux et où on retrouve une mini-laiterie qui permettait, donc après la traite, de monter les fromages et de les mettre à affiner
ces fromages étant descendus dans la vallée ou étant descendus pour être vendus à la fin du pâturage, c'est-à-dire à la fin septembre. Les hivers étaient plus rigoureux qu'aujourd'hui et il fallait descendre à la fin septembre. On retrouve ces traditions dans des fêtes qui sont particulièrement connues. La transhumance, par exemple, ici, rassemble plus de 3000 personnes tous les ans qui viennent voir les troupeaux qui montent à l'estive. Donc qui montent au buron. Qui montent au buron, alors on va revenir dessus, qui montaient au buron et qui ensuite, le fromage redescendait. Bon. Il me semble d'ailleurs que les burons à la base étaient en terre et c'est au fil des siècles qu'ils sont devenus en pierre. Alors, il semble avoir lu ça dans la littérature. Et effectivement, c'était en terre et pierre au tout début. Et ils étaient semi-enterrés. Plus généralement, on retrouve aujourd'hui des burons en pierre. Pierre couverte en lauze, qui est une pierre, une roche volcanique qui s'est découpée naturellement. Et donc, dans ce buron, comme je te l'ai expliqué, il y avait le troupeau, et il y avait les gens qui s'occupaient de troupeau, le fameux bédélier. Il y avait le fromager qu'on appelait le cantalès. Alors pourquoi le cantalès ? Bien peut-être parce que certains amenaient la technique de production du fromage. Il y avait en gros 4 personnes qui vivaient sur le bureau. D'accord. Et si tu veux, petit à petit, dans la fin du 19e siècle, l'industrialisation passant par là, a vu ces campagnes se vider de leur population. Et il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, on produisait à peu près le même volume de fromage qui est produit aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu des évolutions. Donc le volume qui est produit aujourd'hui, c'est autour de 600 à 700 tonnes par an, selon l'année. Et donc ça, c'était produit dans des burons. Et la première guerre est passée par là, la deuxième, l'après-guerre, avec l'exode rural encore plus fort. Et donc, dans les années 60, fin des années 50, on retrouve 3 burons en activité. Et la production de fromage de l'Aïeul était en quasi-disparition. D'accord, t'as un chiffre à donner en termes de volume ? Je dirais qu'on est tombé à peu près à 25-30 tonnes. Donc on passe de 700 tonnes à 25-30 tonnes. Exactement. Donc on est vraiment arrivé très très bas dans la production et quasi disparition en fait. Complètement. Dans le même temps, il faut tout mettre en face. Donc on sent que cette production va disparaître. Et dans le même temps arrivent les obligations de la PAC avec une industrialisation de l'activité fromage, une industrialisation de l'activité laitière, et donc le plateau d'Aubrac avec ses burons n'est plus en mesure de rivaliser avec ce qui se crée partout, des grosses laiteries, des besoins de l'alimentation au niveau national. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. Soit on laisse péricliter et ça disparaît, soit on dit nous on croit à notre territoire, on croit à ce produit et on va le relancer. Et là, l'histoire du Laïeul recoupe l'histoire de Jeunes Montagnes. En 1960, un groupe de jeunes producteurs amené par André Valadier qui a fait carrière dans le fromage. Il a été président de l'INAO. Effectivement, quand on parle de Laïeul et qu'on commence à s'intéresser au Laïeul, on tombe forcément sur le nom de André Valadier. Et c'est obligatoire parce que c'est avec ces jeunes agriculteurs, c'est eux qui disent voilà, si on veut garder une filière laitière, il faut qu'on la prenne à notre compte. Les grands groupes ne seront pas intéressés pour venir chercher du lait sur le plateau. Nos races, qui sont à l'époque l'Aubrac, ne sont pas suffisamment productrices pour être en compétition avec les FFPN de l'époque qui sont devenus les Primo-Stein. Alors, on en parlera tout à l'heure peut-être un petit peu, mais effectivement, l'Aubrac pour la partie laitier a suivi un peu la périclitation du Laïeul. C'est que on a vu de moins en moins d'Aubrac dans les troupeaux pour les troupeaux laitiers. Les deux histoires sont très liées. C'est-à-dire que l'Aubrac était une race mixte. C'était pas une race très productrice en lait, mais suffisamment pour nourrir un veau.
Et c'était pas une race très productrice en viande parce qu'elle avait une carrure, on va dire, qui était plutôt étroit, avec des arrière-mains qui étaient plutôt frêles, qui ne produisaient pas de viande. Donc à ce moment-là, on retrouve de nouveau l'histoire de la coopérative. D'un côté, des gens qui disent on est capable de faire du très bon fromage, mais on peut plus le faire dans les bureaux parce que c'est trop compliqué, il n'y en a plus assez. Donc on va proposer à des agriculteurs de collecter leur lait, de le transformer à un seul endroit, en respectant un cahier des charges, et c'est là qu'apparaît le cahier des charges en 1961 du Laïol, un cahier des charges exigeant, qui respecte les modes de fabrication, qui respecte le lait natif, et on va produire du Laïol en plus grande quantité dans un seul endroit. C'est la naissance de Jeune Montagne. La naissance de Jeune Montagne 1960. Oui. Et le cahier des charges AOC 1961. Exactement, tu as bien suivi. Donc 5 jeunes agriculteurs, 5-6, pilotés par André Valadier. À ce moment-là, ils sont en discussion, ils se font aider par les mairies, ils se font aider par des collaborateurs, je peux pas citer tout le monde, mais de façon à être reconnus. Et ils disent comment on va s'appeler. Et il y a une dame de tête, c'est de la famille d'André Valadier, qui dit ma foi, vous êtes jeune, vous êtes à la montagne, appelez-vous Jeune Montagne. Et d'où la naissance de la marque et de la coopérative. Et là, donc, ils s'organisent pour faire du Laïol de façon recentrée et pour le commercialiser. Et du coup, comment on fabrique du Laïol? C'est quoi les grandes étapes de fabrication du Laïol? Pour répondre à ta question, comment faire du Laïol? Eh bien, il faut d'abord du lait. Il faut d'abord du bon lait. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le choix de faire un lait pasteurisé standardisé. On ne fait pas le choix de faire des fromages pasteurisés standardisés, qui étaient un peu en vogue à l'époque. Rappelons-nous, on est dans les années 60, la PAC arrive, il faut alimenter une population qui croît énormément, une population qui s'urbanise, et donc il faut faire des fromages en grande quantité. Ce qui est choisi dans le Laïol, c'est de garder la recette de base, donc un fromage au lait cru et entier. On ne va pas écrémer, comme ça pourrait être le cas dans quelques départements voisins. On part du lait entier. Et donc, quand on veut faire ça, on dit, si on ne peut pas standardiser, soit en écrémant, soit en rajoutant la matière protéique, il faut qu'on choisisse une race qui nous amène un lait régulier et à peu près équilibré, matière grasse, matière protéique. C'est la raison pour laquelle, en même temps que le cheptel Aubrac se spécialise en viande, bien les producteurs de la Jeune Montagne se disent il faut qu'on trouve une race qui pourra remplacer l'Aubrac. On est dans les années 65. Et c'est là où arrive la Simmental. Ils choisissent la Simmental. Il y a deux particularités essentielles. La première, c'est d'avoir un bon équilibre matière grasse, matière protéique dans leur lait. Et la deuxième particularité, c'est d'une vache de montagne qui a l'avantage de ne pas avoir une grosse variation de qualité du lait, que tu sois en ration sèche ou en ration à l'herbe. Et donc, ils vendent toutes leurs bêtes. C'est un travail assez important. Ils sont passés par... C'est facile à dire aujourd'hui quand je te le décris, mais à l'époque, il faut s'imaginer que tu vends les bêtes que tu avais, que tu vas aller en chercher. Donc, ils achètent des troupeaux Simmental. Et avec ces troupeaux Simmental, ils vont produire du lait AOP Laïol sur le plateau de l'Aubrac. Donc ce lait AOP Laïol, qui est donc répertorié aujourd'hui à l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, eh bien, il a un cahier des charges. Et ce cahier des charges, le choix, il est d'être très exigeant. Pourquoi? On est en marge de la production de masse. On n'est pas taillé pour faire la production de masse. Donc soit on fait quelque chose d'identitaire qui peut s'identifier et qui reste reconnu comme tel, soit on essaie d'aller dans la production de masse. Comme on n'arrive pas à y aller, on va rester sur l'aspect identitaire. Et donc, on va avoir un cahier des charges très exigeant. Première chose, bien évidemment, comme c'est beaucoup le cas dans les AOP, il faut que le lait provienne de la zone. Donc un terroir. Un terroir, un plateau. Plateau de l'Aubrac. Plateau de l'Aubrac, qui est en plus assez facile à délimiter. Au sud, il y a un fleuve qui s'appelle le Lot, un des plus beaux fleuves de France et du monde. Au nord, il y en a un qui est peu chauvin. Il y en a un qui est presque aussi joli, c'est la Truyère. Et à l'est coule la vallée glaciaire. Certains te diraient aujourd'hui que coule l'autoroute, mais à l'époque c'était une vallée glaciaire. Voilà.
Et donc, ça fait un plateau qui est assez facile à délimiter, qui aujourd'hui est sur le département administratif de l'Aveyron, de la Lozère et du Cantal. Et donc, déjà, le lait, il doit provenir de cette zone. Ensuite, les animaux, ils doivent être issus de 2 races, la race Simmental ou la race Aubrac. On reviendra sur l'évolution de la race Aubrac tout à l'heure. Et enfin, parmi les points majeurs, l'alimentation. L'alimentation doit se faire avec des fourrages issus de la zone et avec des fourrages soit de l'herbe, soit de l'herbe, soit du foin. Pas d'aliments fermentés. Pas d'aliments fermentés. Pas d'ensilage, pas d'enrubanage. Voilà. Donc ce sont les éléments majeurs. On pourrait ajouter à cela le fait qu'on limite la production par vache, de façon à ce qu'on n'ait pas une tendance. À l'époque, c'était. Aujourd'hui, on le comprend mieux. À l'époque, ça faisait envie, on va dire, mettre du granulé, comme on disait, ou alors de mettre un silage de maïs avec un tourteau de soja pour faire beaucoup de volume. Et donc, c'est pas ça qui est choisi. Ce qui est choisi, c'est de faire du lait avec la nourriture du plateau. Les bêtes du plateau, la nourriture du plateau, les producteurs du plateau. Et t'as oublié aussi un élément, c'est que les vaches doivent être minimum dehors 120 jours par an. C'est ça. Quand il fait beau. Et c'est indiqué comme ça dans le cahier des charges, minimum 120 jours par an. 120 jours par an. Oui, quand il fait beau, tout simplement, parce qu'elle-même, si tu laisses la porte ouverte, elle préfère aller à l'abri. Exactement. C'est pas très étonnant, finalement. Et puis parce que la tradition est là-dessus, on faisait du lait l'été quand il y avait de l'herbe. On arrive à en faire quand il y a du foin, mais on faisait quand il y avait de l'herbe. Donc voilà, en gros, l'origine du lait à Opé-l'Aïeul. Ensuite, donc ce fromage, ce lait, il est collecté tous les jours. Il est transformé en fromage tous les jours. On est sur une pâte pressée non cuite. Alors sans être trop technique, on va y mettre des présures pour faire cailler le lait, des ferments pour le faire transformer en fromage. On va le monter en fourme, des fourmes de 50 kilos, qui font à peu près 40. Donc les fourmes, avant de les monter, il y a quand même une autre particularité technologique de ce fromage, c'est que ça va être broyé. Oui. Et salé dans la masse. C'est ça. Ça, c'est vraiment une particularité de ce fromage. De ce fromage, de cette région aussi. Effectivement, je te disais tout à l'heure qu'on faisait cailler le lait. Pour avoir un fromage de cette taille et pour qu'il vieillisse, il faut évacuer un maximum de sérum. On n'est pas sur des pâtes molles donc il faut obtenir des extraits secs élevés de façon à ce qu'on n'ait pas d'apparition d'humidité du fromage en vieillissant. Et donc pour faire ça, on le presse plusieurs fois après caillage et ensuite on obtient une tome qui est broyée de nouveau, qui est salée dans la masse comme tu l'as dit et qui est ensuite de nouveau pressée dans les fourmes. Ici on appelle ça les fourmes ou les moules comme tu voudras, et qui ensuite va être partie en cave, frottée régulièrement pour obtenir un affinage à souhait. Il y a 3 types d'affinage dans le laïeul. Il y a le laïeul jeune, 4 mois minimum, c'est le cahier des charges qui l'exige. Ensuite, il y a le laïeul qu'on appelle sélection. C'est un fromage qui va jusqu'à 12-14 mois. Et ensuite, il y a le fromage affinage long qui peut aller jusqu'à 2 ans. Au milieu de tout ça, existe un fromage qui est fait à partir du lait lorsque les animaux sont à l'herbe, qu'on appelle le Grand Aubrac. Voilà, ce sont les fromages qui sont mis sur le marché aujourd'hui, qui permettent d'avoir une palette de goût assez grande en fonction de ce que tu vas rechercher. Soit tu cherches un fromage un peu moins marqué en goût, mais tu vas quand même retrouver les goûts lactés, tu vas retrouver bien ce que la prairie a amené au lait, un certain nombre d'identifications par rapport à l'herbe, et ça différent selon l'affinage que tu auras choisi. Si on revient, alors du coup là tu nous as parlé de la production du laïeul dans sa globalité. On pourra aussi rajouter effectivement pour le reconnaître l'empreinte avec justement le taureau. Alors pourquoi le taureau ? Oui, pourquoi le taureau ? Effectivement, ce sont pas les taureaux qui donnent du lait. Ça, jusque-là, tout le monde le sait. Mais tout simplement parce que sur la place de l'Aïeul existe une très belle sculpture en bronze qui date du milieu du siècle précédent et qui fait apparaître un taureau Aubrac. Et donc, on en a fait l'emblème de notre fromage. Et du coup, on peut retrouver aussi une petite plaque blanche sur le laïeul, une petite plaque en plastique blanche qui avec des indications dessus qui certifient bien que c'est du laïeul. C'est ça.
Et c'est le moment aussi de parler peut-être un petit peu en amont. Donc le lait est en présuré. Oui. Donc il va y avoir le caillé. Et on va décailler, passer par un bac de pré-pressage. C'est ça. Et derrière, avoir des pains qui vont nous donner, finalement, qu'on va mettre ensuite qu'on va couper, qu'on va mettre dans des toiles et qu'on va presser plusieurs fois. Oui. Alors dans l'aïeul, minimum 5 fois, Voilà. au niveau du cahier des charges. Et c'est là aussi où on va parler de la tome fraîche. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que la tome fraîche, Alors, sa technologie, sa vie commence ici. on va partir du lait. Tu l'as très bien expliqué. Notre lait, il va jusqu'au caillé et avant d'être broyé, il va donner ce qu'on appelle globalement la tome. Cette tome fraîche, elle va avoir deux tome avec un M ou Oui. 2 M? Un tome avec un seul M, puisque c'est la partie, c'est du lait caillé, la tome. C'est assez régional. Ce n'est pas comparable à une tome de Savoie avec 2 M qui, elle, est un fromage qui a été affiné. La tome fraîche n'a pas été affinée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle provient du même lait. C'est-à-dire qu'elle a le même cahier des charges en matière de production de lait. Pour plusieurs raisons. Parce que, et là je reviens à Jeune Montagne. Une des réussites de Jeune Montagne, notamment ces dernières années, c'est de ne pas avoir de lait d'excédent. C'est-à-dire que pour réussir à Jeune Montagne, il faut qu'on transforme tout notre lait. Si on est obligé de vendre du lait sur le marché européen, on perdra de l'argent parce qu'on le paye beaucoup plus cher que le marché européen. C'est normal parce que le cahier des charges est exigeant, donc c'est normal qu'on le paye plus cher. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut tout le vendre. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est un cahier des charges identique. Parce que quand tu es producteur, que le laitier passe, s'il faut commencer à trier du lait, c'est impossible. Donc, on a un cahier des charges identique. Donc, je te répète, ni ensilage, ni enrubanage, lait cimental, pas plus de 6000 litres par vache. Cimental et Aubrac. Cimental et Aubrac, pas plus de 6000 litres par vache. Donc, tout ça, c'est cahier des charges identique jusqu'à la séparation de la tome et du fromage. Le fromage, comme tu l'as dit, il est broyé, salé dans la masse et monté en moule. Donc là, on part sur le laïeul. On part sur le laïeul. La tome fraîche de l'Aubrac, ça va être un ingrédient pour tous ceux qui aiment travailler à la maison, mais aussi pour le fameux produit originel et puis très très marqué dans notre région, l'aligot. Alors l'aligot, c'est et c'est encore un plat populaire. C'était et c'est encore un plat populaire. Là aussi, l'aligot, on retrouve des traces dans les burons où les gens qui travaillaient dans les burons, des fois avaient un petit peu faim, ils n'avaient pas le droit de prélever du fromage, et donc ils prélevaient de la tome avant que le fromage soit affiné, et ils le mélangeaient avec du pain sec, et ils se sont aperçus qu'en le faisant chauffer, d'abord ça réchauffait, ensuite ça remplissait l'estomac, c'était bien nourrissant, et petit à petit ils ont pris cette habitude. Quand les pommes de terre sont arrivées, on a essayé de mélanger ça avec la purée et ça a donné l'aligot qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est quoi une bonne recette d'aligot pour toi, Yves? Pour moi, c'est un aligot avec de la pomme de terre. T'as des proportions à donner à nos auditeurs? Oui, aujourd'hui, bien sûr que selon les mamies du coin, ça varie, mais on est plutôt sur 30 à 35% de tomes et à peu près 65 à 70% de pommes de terre, avec un peu de crème qui va être ajoutée et rien de plus. À la rigueur, un peu de sel et poivre, mais rien de plus. Certains ajoutent de l'ail. Sur l'aligot original, il y en avait très peu d'ail. Je me méfie des aligots où il y a beaucoup trop d'ail, c'est souvent pour cacher autre chose. Bon, l'aligot de l'Aubrac à Jeune Montagne, on décide de ne pas mettre d'ail. Et si le consommateur veut en rajouter, il peut très bien le faire. Et est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui veulent arriver à faire un bon filant à l'aligot? Oh, j'en ai plusieurs, mais le principal conseil, c'est de ne pas se précipiter. Quand tu fais un aligot, il faut un certain temps. La première chose, c'est que tes pommes de terre soient bien cuites, pas trop, qu'elles restent un tout petit peu fermes, mais il ne faut pas qu'elles soient trop fermes parce qu'il ne faut pas qu'on retrouve la pomme de terre dans le produit final. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la tome ait le temps de bien se mélanger à la pomme de terre quand elle est chaude.
pour bien se mélanger, il faut que ça se mélange à une température de 70-80 degrés. Il s'agirait pas de faire bouillir une purée en disant ça va aller plus vite, ça sera plus vite fondu. C'est là qu'on va casser le fil. Donc les conseils, c'est une tome fraîche de l'Aubrac IGP, une bonne pomme de terre et du temps et d'une température pas trop élevée, sans aucun ingrédient supplémentaire, bien sûr un peu de sel si on veut. Mais l'origine, c'est ça. L'origine, c'est ça. Après, certaines, effectivement, peuvent mettre de l'ail et on peut aussi avoir des aligots qui sont aromatisés. À Jeune Montagne, on a travaillé avec de la truffe, on a travaillé avec du cèpe. Mais voilà, le conseil que je peux te donner, c'est surtout ne pas trop monter en température, ne pas vouloir aller trop vite et rester là. Il ne s'agit pas d'un plat qu'on met dans un coin et qu'on revient chercher une heure après. Il faut rester là. C'est un plat où il faut être à côté, mais prendre son temps de le faire. C'est ça. J'aime bien dire des fois que on n'a pas le geste sous la main, mais que l'aligot, il faut le caresser un peu. C'est-à-dire que la spatule, elle va faire tourner l'aligot de façon à répartir la tome, mais doucement. Il ne s'agit pas de matraquer. On n'est pas au batteur. On fait les choses au rythme de l'évolution de la tome et de la pomme de terre. Et si on respecte ce rythme-là, on aura un super aligot. Du coup, on a parlé du laïeul, on a parlé de la tome fraîche. Maintenant, je te propose de parler un petit peu de la filière, parce qu'il y a une particularité dans votre AOP, c'est que 100% des producteurs de lait ou de fromage de l'aïeul sont adhérents à la coopérative. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est quoi ce modèle unique? Comment ça fonctionne? Le principe, il est depuis la création, la mise en place de Jeune Montagne a démontré que le travail qui se faisait, il se faisait au profit des gens qui adhéraient. Et donc, l'adhérent ne se pose pas de questions. Quand tu es adhérent à la coopérative depuis les années 60, eh bien, tu es là pour en tirer les avantages et pour participer au développement. J'aime bien dire qu'il s'agit d'une communauté de destin. C'est-à-dire que si tu n'as pas de producteur, tu n'auras pas de coopérative, et si tu n'as pas de fromager dans la coopérative, tu n'auras pas de producteurs qui seront payés à 650, 680 euros les 1000 litres. Et donc, tout le monde comprend l'intérêt de travailler ensemble et d'évoluer ensemble. Après, ce qui est important, c'est que l'accompagnement des producteurs, bien sûr, il tient par son prix du lait, mais pas que. Dans la coopérative, on va organiser un service de remplacement qui permettra de prendre des congés, qui permettra de prendre un week-end, qui permettra de se faire remplacer par quelqu'un qui sait traire si tu es malade. Et ça paraît tout simple, mais c'est pas très facile à faire. Et aujourd'hui, par exemple, si on a 6 salariés au service de remplacement, c'est parce que les gens aiment le métier de la traite des vaches, de producteur laitier, mais se sentent sécurisés par une structure qui est derrière, qui s'appelle la coopérative Jeune Montagne. Et c'est pareil pour le producteur. Le producteur, aujourd'hui, il peut avoir des journées de service de remplacement qui sont financées par la coopérative ou qui sont en partie financées par la coopérative. Donc tout ça, ça fait une filière. Quand tu es producteur fermier... Donc aujourd'hui, il y en a combien des producteurs fermiers? 6. Quand tu es producteur fermier, le week-end, tu vas apprécier de ne pas avoir besoin de cailler le lait. Ou en période haute, tu vas apprécier de pouvoir envoyer tes excédents à la coopérative. Et la coopérative est d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que si tu aides pas ce producteur fermier, il va arriver un moment où il transformera, quel que soit le débouché. Et il arrivera un moment où, au bout de l'entonnoir, il sera obligé de vendre pour dégager ça et il n'arrivera pas à maintenir ses prix. Donc tout ça, c'est un fonctionnement en commun qui crée une réelle filière. Je vais te donner un autre exemple qui va dans notre sens, c'est que lorsqu'on va voir des crémiers parisiens pour faire connaître notre laïeul, qui est pas non plus le fromage le plus connu au monde, eh bien, ce sont des producteurs qui prennent leur dimanche, qui du coup sont remplacés par le service de remplacement, et ils prennent le week-end et ils vont pendant un week-end parler aux consommateurs du laïeul. Donc voilà. Pour moi, maintenant ça fait bientôt 7 ans que j'y suis, ça me paraît assez naturel. C'est vrai que quand on vient de l'extérieur, on a du mal à le comprendre, mais il y a deux choses aussi dans nos slogans à Jeune Montagne. Le premier, c'est celui que je viens de te dire. C'est vraiment la communauté de destin. C'est-à-dire, les producteurs, ils travaillent pour la coopérative, la coopérative, elle travaille pour les producteurs. Et c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux qui s'applique aussi à tout l'environnement. Si l'aïeul aujourd'hui, s'il y a 110 000 visiteurs
à la coopérative Jeunes Montagne tous les ans. Ils viennent pas qu'à la coopérative. Quand ils viennent à la coopérative, ils vont acheter quelques couteaux, ils vont faire un bon repas à midi, ils vont aller visiter cheminer sur les chemins de l'Aubrac, sur celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme tu en connais certains. Et donc voilà, c'est un tout. Pour l'instant, ça fonctionne et on va tout faire pour que ça fonctionne longtemps, puisque ça amène de la quiétude, ça amène au risque d'exagérer, mais ça amène du bonheur quand même sur la zone. On échangeait tout à l'heure un peu en off, on en a un petit peu parlé au début de l'entretien. Aujourd'hui, vous accompagnez les producteurs à réintroduire de l'aubrac auprès, dans leur troupeau. Comment vous faites aujourd'hui? C'est quoi votre accompagnement? Est-ce que tu peux nous donner des proportions sur le cheptel global, de combien pèsent encore aujourd'hui les vaches aubrac? En gros, il faut retenir que on a 3-4 vaches laitières aubrac par troupeau. Ce qui veut dire qu'on est de l'ordre de 5% à peu près. On aurait un objectif à 10%. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis maintenant une quinzaine d'années, on relance la branche laitière de la race aubrac. Tout à l'heure, je l'ai expliqué rapidement. Race mixte, la plupart de la sélection s'est portée pour développer sa carcasse et sa viande, et la branche laitière a été abandonnée. Depuis 15 ans, on a réussi à identifier quelques mères beaucoup plus productrices de lait. On a, via l'insémination, via la démultiplication par les embryons, trouvé quelques taureaux. Et petit à petit, on intègre cette race dans les cheptels. On réintègre cette race dans les cheptels. C'est pas aussi évident que ça, parce que de toute façon, elle produit moins que la cimentale. Bon, c'est une vache qui est très attachée à son veau, donc il faut vraiment qu'elle soit de bonnes conditions pour être sympa à la traite. Donc tout ça, ce sont des efforts que mènent les producteurs. S'ils le font, c'est pas un aspect économique. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont envie. Ils ont envie de se dire, il y a des défenseurs de cette race régionale. Il y a des défenseurs, il y a des gens qui disent, bon, on a un cheptel de 50 vaches, on peut bien faire l'effort d'avoir 4 ou 5 vaches aubrac au milieu. C'est vraiment identitaire. Voilà, c'est une aubrac, on est sur le plateau de l'aubrac. Ça fonctionne. Alors la coopérative accompagne aussi, puisqu'elle donne une subvention à peu près équivalente au manque à produire entre une aubrac et une cimentale. Pour aller vite, une très bonne aubrac va faire 3000 litres de lait, une cimentale pourrait faire 10 000, mais chez nous, elle s'arrête à 6 000 puisqu'on est limité à 6 000. Mais voilà, ça fait partie de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Comme on le fait pour la flore, eh bien, on va le faire pour la faune, et notamment pour la race aubrac. On va essayer de conserver ce rameau laitier. Ça fait partie de nos responsabilités. Aujourd'hui, vous travaillez tous vos fromages au lait cru. Pour toi, est-ce que c'est une difficulté? Tu le vois comment dans l'avenir? Aujourd'hui, on est défenseur de notre biodiversité fromagère. Comment tu vois ça dans l'avenir? Alors, ça c'est une excellente question. C'est pas une question piège parce que de toute façon déjà à l'âge que j'ai maintenant, je considère que je peux presque dire tout ce que j'ai envie de dire. Le problème que nous avons globalement en France, c'est que nous évoluons vers de plus en plus de recherche de naturalité. Qu'on soit consommateur ou qu'on soit opinion publique, parce que quelquefois on peut avoir une opinion publique différente d'un consommateur. On peut dire moi j'aime du lait cru et ne jamais en acheter. Aujourd'hui sur le lait cru, moi je suis convaincu que comme tout produit, il y a une balance bénéfice-risque. Et je suis convaincu que la balance bénéfice pèse beaucoup plus lourd, et donc elle est inclinée, la balance, que la balance risque. Le problème que nous avons, c'est que aujourd'hui, nous sommes en face de consommateurs, mais aussi de pouvoirs publics qui n'acceptent pas de prendre le moindre risque. Et donc, le risque que nous avons sur le lait cru, c'est que si on parle de lait cru, c'est parce que il doit y avoir des micro-organismes à l'intérieur, des bactéries. De la vie, qui sont positives et qui sont naturelles. Depuis que l'homme existe, ça existe. Depuis que l'homme existe, son estomac a été étudié pour vivre avec.
malheureusement, de temps en temps, il y en a une ou deux qui sont un peu plus dangereuses et qui créent le risque. Et donc, tant qu'on n'aura pas déterminé si on veut se pencher vers les nombreux avantages du lait cru par rapport aux moindres risques, eh bien, on fera prendre des risques à la production au lait cru. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que la science permet d'analyser et d'approfondir les bactéries qui sont à l'intérieur de tous les produits alimentaires. Et du coup, pour le lait, prenons l'exemple des steaks, les sécrétions des Escherichia coli, qui peuvent être pathogènes. Bon, on l'a pas complètement prouvé sur le lait, mais ça peut être pathogène. Eh bien, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a 20 ans et qui aujourd'hui nous pousse à détruire du produit, nous pousse à détruire du lait. Pour l'avenir, ça sera compliqué de concilier les deux. Et donc, je pense que les pouvoirs publics, s'ils souhaitent que le lait cru continue à apporter ses bénéfices, ont intérêt à se pencher sur la question, et notamment des scientifiques bien approfondis. Je voulais juste citer un chercheur de l'INRA, d'Aurillac, qui me précisait que aux USA, qu'on suit souvent avec 4 ou 5 ans de retard, eh bien, ils sont à la recherche d'assimilation de bactéries à l'intérieur des estomacs et des intestins. Parce qu'ils se sont aperçus qu'à force de tout aseptiser, les estomacs et les intestins ont perdu toute résistance. On est à l'aberration où on va ingérer des gélules ou des pilules chargées en bactéries. Alors qu'il suffirait de manger un morceau de fromage au lait cru. Et de préférence du laïol. Donc c'est ça qui aujourd'hui me fait peur. Mais ça me fait peur parce que face à des pouvoirs publics qui accomplissent leur mission et leur rôle, on est complètement impuissant. Donc on a un travail à faire. Il y a un gros travail qui s'est fait sur la qualité des laits, dans le dénombrement, dans le suivi de la listeria, dans le suivi des salmonelles. Il y a un gros travail qui s'est fait. On a bien avancé, mais il faut qu'on travaille en coopérant. Il ne faut pas qu'on travaille en s'affrontant sur le risque et sur le bénéfice. Et pour l'instant, je sens pas ça dans les orientations. Peut-être que dans nos pays d'Europe et particulièrement en France, qui est quand même un des pays les plus porteurs en matière de diversité de fromage au lait cru, peut-être qu'on s'apercevra un jour que on peut suivre les Américains et du coup essayer de libérer un peu la production de lait cru. Je peux pas être plus explicite parce qu'à quelque part, j'ai besoin de vendre du fromage tous les jours et tous nos fromages sont analysés, pour être libérés. Donc on fait pas n'importe quoi avec des fromages au lait cru. Donc je veux rester prudent, mais je suis soucieux. Et j'aurais une dernière question pour terminer cet entretien, Yves. Oui. Vous verriez la tête de Yves, ouais. Il se dit qu'est-ce qu'il va encore poser comme question. Yves, quelle est ta pizza préférée? C'est une excellente question. C'est la pizza 4 fromages. Avec du laïol. De la tome fraîche. De la tome fraîche de l'Aubrac. Tu peux essayer d'y mettre un peu de buronnier, c'est pas mal. Allez, et puis mets-y un peu de Cantal au lait cru de Terrondelle. Une pizza pas du tout orientée. Pas du tout. Merci beaucoup Yves de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est toujours avec plaisir qu'on reçoit. J'ai oublié de te dire que notre premier slogan, c'est la communauté de destin. Le deuxième, c'est si tu me crois pas, viens me voir. Je suis venu. Donc t'es venu. J'ai vu qu'il faisait pas beau à l'aïeul. Non, on va pas rester là-dessus. Faudra revenir. On viendra remanger un aligot. D'accord. Merci beaucoup Yves de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à nous envoyer des messages ou à mettre 5 étoiles par exemple sur Spotify. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de l'Échange.